En fait, je viens d'emménager, mais j'ai pas de mode de garde. J'ai ouvert le premier site. 3 mois après, j'ai accouché de ma deuxième. Mais à l'origine, moi, le projet, c'était vraiment pour se dire, on peut entreprendre et concilier une maternité. On ne doit pas choisir l'un ou l'autre. Est-ce qu'il vaut mieux accepter des conditions dans lesquelles tu peux regretter plus tard, ou est-ce que c'est mieux finalement de renoncer et de te dire qu'une autre voie s'ouvrira à toi? C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est incapable. Devenir parent et entrepreneur à la fois. Et oui, aussi dingue que cela puisse paraître, certains parents décident en donnant naissance à leur premier enfant de donner naissance à un autre bébé, une entreprise. Car c'est parfois dans le manque de sommeil, les nombreux biberons ou les couches à répétition que l'on peut trouver de l'inspiration. Je suis Estelle Ducommun, entrepreneuse à multiples casquettes et maman follement amoureuse de son petit bébé. Et dans ce podcast Biz & Bibs, je vais creuser avec vous les histoires de ces parents inspirés. Découvrez leur parcours, leurs déclics et leurs histoires d'entrepreneuriat et de reconversion professionnelle en toute bienveillance et authenticité. Emménager dans une nouvelle ville et ne pas trouver de mode de garde pour son enfant. Ce problème traversé par de nombreux parents, Marine Allary l'a vécu de plein fouet quand elle a déménagé à Bordeaux avec son conjoint entrepreneur et son petit bébé. Alors qu'elle se lance en freelance, elle peine à trouver du temps pour développer sa nouvelle activité parmi ses journées de mère bien chargées. Pour rencontrer d'autres mamans et occuper son bambin, Marine imagine des rendez-vous dans un salon de thé. Alors que le concept prend et que les rendez-vous sont de plus en plus fréquentés, Marine comprend que les parents autour d'elle rêvent d'une solution hybride entre mode de garde, espace de travail et lieu social pour leurs enfants. Ni une ni deux, Marine entreprend de créer le Cocon, un espace coworking unique rattaché à une crèche afin que les parents entrepreneurs comme elle puissent développer leur activité et laisser leur bébé entre de bonnes mains. Mais comment lever des fonds pour un projet immobilier aussi ambitieux? Comment faire face aux déceptions quand le lieu parfait vous lâche au dernier moment? Et comment gérer de front ce projet ambitieux, un petit de 2 ans et une nouvelle grossesse apprise quelques jours à peine avant de pitcher devant Réseau Entreprendre? Dans cette interview, Marie nous racontera son parcours unique de consultante financière à entrepreneuse, les nombreux rebondissements qu'elle a traversés pour développer le Cocon et comment son ambition l'a aidée à prouver que oui, on peut concilier maternité et entrepreneuriat sans avoir à choisir. Bonjour Marine, bienvenue sur Biz & Bibs. Bonjour Estelle. Merci d'être là, merci pour ton temps. Pour commencer, je vais te demander de te présenter avec ton âge, où tu vis, ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant. Alors, je m'appelle Marine, j'ai 38 ans, je vis à Bordeaux. J'ai travaillé 8 ans en cabinet d'audit et en finance d'entreprise. J'ai notamment travaillé pour un Big Four, donc un gros cabinet d'audit. Et j'ai travaillé également pour Promode, où je voyageais dans les filiales du groupe pour justement auditer les comptes à l'étranger. Et maintenant, je suis la fondatrice du Cocon, qui est un concept de coworking avec une crèche adossée pour faciliter la vie des jeunes parents, qu'ils soient indépendants, entrepreneurs ou salariés en télétravail. À Bordeaux, c'est ça? À Bordeaux, exactement. Aujourd'hui à Bordeaux et j'espère bien bientôt dans d'autres villes. J'ai créé mon entreprise en 2021. Aujourd'hui, j'ai 6 salariés. Et j'ai quitté le salariat en 2019. Et entre 2019 et 2021, j'étais freelance et je faisais des missions en conseil. Pendant que tu développais le Cocon, c'est ça? Alors, pas réellement. Au départ, j'ai emménagé à Bordeaux, donc je vivais à Lille depuis presque 8 ans. D'accord. Je suis partie vivre à Bordeaux parce que j'avais envie de retourner dans le sud-ouest. Si tu l'entends, j'ai un petit accent chantant. Je suis originaire de Toulouse. Et donc moi aussi, mais ça s'entend pas du tout. Donc j'ai vécu après mes études, j'ai travaillé un peu sur Toulouse et puis après je suis partie vivre aux Pays-Bas et puis après je suis partie vivre à Lille.
dans le Nord. Exactement, j'ai adoré. Et puis quand notre premier enfant a eu 1 an, on avait envie de retourner dans le sud-ouest. Enfin, du moins se rapprocher d'une de nos familles, donc en l'occurrence la mienne. Et c'est la raison pour laquelle on est venu à Bordeaux. Mon mari aussi a fait ses études à Bordeaux, même si lui est parisien d'origine. Et puis... Et comment tu t'es retrouvée dans le milieu de l'audit financier? C'était quelque chose que tu voulais faire déjà pendant tes études supérieures ou ça a été une opportunité grâce à un stage, une alternance? C'est à la suite d'un stage. En fait, mon beau-père a une entreprise dans le bâtiment et ma mère est fonctionnaire. Et en fait, elle lui fait depuis plus de 15 ans sa comptabilité dans le cadre de son activité. Et donc, ma mère m'a fait découvrir, voilà, comme ça, ce milieu-là. Ce milieu-là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et puis, ils ont demandé à leur expert comptable si je pouvais faire un stage chez eux. J'ai rencontré leur expert comptable, une femme super qui m'a beaucoup appris, qui était très sympa. Et donc, je me suis dit que j'allais continuer là-dedans. Après, j'ai toujours aimé les chiffres. D'ailleurs, j'ai eu mon bac grâce aux mathématiques, puisque c'est la seule matière où j'ai eu... T'es une des seules à dire ça. Enfin, en tout cas, c'est rare qu'on entende quelqu'un dire j'ai eu mon bac grâce aux maths. C'est plutôt l'inverse. En fait, c'est la seule matière où j'ai eu la moyenne et la seule matière où j'ai eu 19. Donc j'ai eu le bac grâce à ça. C'était meant to be. Exactement. Mais c'est rigolo parce que du coup, par rapport à ce que tu me racontes, à ton parcours et puis même au parcours de tes parents, il y avait rien finalement qui te prédestinait à l'entrepreneuriat, ou alors est-ce que tu avais déjà des contacts ou des inspirations? Enfin, est-ce que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui avait déjà germé dans ta tête avant d'arriver à Bordeaux ou pas? Alors, avant d'arriver à Bordeaux, oui. Quand j'étais étudiante, c'est-à-dire quand j'avais 20-25 ans, pas du tout, parce que je ne savais même pas ce que c'était l'entrepreneuriat, ou du moins je mettais pas le mot dessus. Après, mon beau-père a toujours été son propre patron à une grosse entreprise dans le bâtiment, donc je pense que oui, c'est des auto-entrepreneurs aussi. Enfin, c'est des artisans, des commerçants. Exactement. Donc quelque part, je l'ai toujours entendu parler de ses clients, de ses salariés. Enfin, j'ai toujours eu ça en tête. Et puis après, quand même, j'ai travaillé en cabinet d'audit. J'accompagnais des chefs d'entreprise. Là, pour le coup, j'en ai côtoyé beaucoup. D'ailleurs, je côtoyais quasiment que ça. Et après, surtout, j'ai rencontré donc mon mari, et c'est là où j'ai eu le déclic, puisque quand je l'ai rencontré, lui créé sa start-up, donc il avait peut-être depuis, je dirais, 2 ans. Il était en levée de fonds, il était incubé à Euratechnologies, qui est le 2e plus grand incubateur européen, donc c'est une grosse machine. Ah ouais. Et moi, c'est vraiment quand je l'ai rencontré où j'ai réalisé que j'avais envie d'entreprendre et que j'avais envie aussi pas de changer le monde, parce que je ne crois pas qu'on puisse changer le monde, mais en tout cas apporter ma pierre à l'édifice et changer ou apporter une évolution. Et c'était ça qui te motivait du coup, plus que parce qu'il y en a qui se lancent aussi dans l'entrepreneuriat pour une question de liberté, pour une question parce qu'ils veulent gagner plus. Toi, c'était plus... créer de la valeur dans ce monde? Pour moi, c'était créer de la valeur. Déjà parce qu'à l'époque, j'avais pas d'enfant, donc la question de la liberté, elle était déjà là, j'étais déjà libre. Et ensuite, à l'époque, quand je voyais les horaires, le temps de travail et le salaire de mon mari, en vrai, c'était pas la liberté ni la rémunération qui me motivait quand je le voyais. Je gagnais beaucoup plus quand j'étais salariée en cabinet que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et quand lui, à l'époque, il s'est lancé aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, suite à notre rencontre, j'ai toujours su que je voulais entreprendre. Après, j'ai toujours été engagée, par contre, comme personne. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir fait un stage dans ce cabinet.
Oui, et puis tu avais aussi une grosse formation. Enfin, vu que tu as audité finalement des grosses entreprises, tu avais un peu tous les coulisses finalement financiers, structurels, ce qui a pu t'aider finalement ensuite pour la construction de ta propre boîte, j'imagine, non? Oui, 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 complètement. C'est vrai que, d'ailleurs, c'est pour ça que entre 2019 et 2021, donc j'ai été freelance où j'ai accompagné des clients à l'achat ou à la Mhm. revente de leur entreprise, notamment dans des cadres de départ à la retraite. Mais j'ai aussi créé mon organisme de formation certifié Calliope où j'ai accompagné plus d'une Oui. cinquantaine de femmes à la création ou au développement de leur entreprise. Et notamment sur le volet financier parce que toutes les femmes que je rencontrais, il y avait vraiment un truc sur lequel il manquait un peu il manquait quelque chose en fait pour Mhm. vraiment bien développer ou créer leur business et souvent c'était la partie juridique ou la partie financière ou les deux. Et donc moi comme j'ai les compétences, je me suis dit bah tiens je Ouais. vais créer mon organisme de formation et mettre à profit mes compétences et les valoriser. Oui. Puisque j'avais quand même travaillé en cabinet pendant de nombreuses années. Et Oui, c'est... c'est en rencontrant toutes ces femmes que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un sujet sur le volet financier et sur le mode d'accueil. Et comme je me suis Mm. retrouvée moi-même sans mode de garde, Tout ça, en fait, finalement, a coïncidé avec ton arrivée à Bordeaux. Et toi, tu avais déjà, du coup, un enfant qui avait 1 an et demi, c'est ça? 18 mois, oui. 18 mois, ouais. Quand tu es tombée enceinte, tu étais encore salariée? Oui, 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 oui. Et après, j'ai quitté mon poste. Tu as quitté ton poste avec un petit bébé, du coup. C'était le déménagement, c'est ça? Oui, alors après ça a été de plusieurs sujets, mais ça a été parce que déjà mon mari lui avait toujours été en télétravail, enfin en gros travailler à distance avec ses équipes qui étaient basées à Lille, c'était pas un problème. Après on avait envie de se rapprocher aussi de ma famille, et puis après moi Mhm. j'avais plus en fait je voulais changer et je voulais plus continuer à travailler en cabinet pour plusieurs raisons qui me sont personnelles et également parce que en fait j'arrivais plus à ça coïncidait plus disons avec Avec ton mode de vie mon mode de de vie maman. exactement. Et tu savais ce que tu voulais faire après, enfin en quittant ton job, ou non, du coup tu voulais tenter le freelancing et puis voir où ça te menait. T'avais pas encore cette idée de cocon finalement encore à ce stade-là. En fait, j'ai postulé dans plusieurs entreprises où j'ai été en entretien, même en phase finale, dans des belles boîtes dans la région ici en Gironde. Mhm. Euh, Cependant, c'est vrai que la plupart des entreprises étaient basées à une demi-heure de Bordeaux et moi je me disais, en fait, Ah ouais, on vient vivre à Bordeaux, ouais, c'est avec un bébé. peut-être pas pour faire une demi-heure, voire 1 heure de trajet matin, 1 heure de trajet le soir. Mhm. Donc je me suis dit, si je veux vivre dans le centre-ville de Bordeaux, apprécier cette ville, il faut autant que je me lance en freelance. Et après, j'ai eu l'opportunité par mon premier maître de stage, en fait, qui a un cabinet d'expertise comptable et qui m'a dit, moi, j'ai pas envie de recruter j'ai pas envie de recruter dans tout ce qui est transaction services. Toi, tu l'as fait pendant quelques années. Est-ce que ça t'intéresse Mhm. de prendre ces missions en freelance? Voilà, et ça s'est fait. La force du réseau. Exactement. Et donc voilà, et donc j'ai fait ça, tout simplement. Et alors, raconte-moi le cocon, comment est-ce que c'est né? C'était par rapport, si j'ai bien compris, finalement un besoin en fait de maman. Tu arrives à Bordeaux et là, ton mari est entrepreneur et toi, tu trouves pas de solution de garde pour ton petit. Alors, il y a plusieurs sujets. Déjà, le premier, on vient d'arriver à Bordeaux. Mon mari se déplace entre 3 et 4 jours par semaine. C'est surtout ça le point. Ah ouais. Moi, je me lance en freelance en même temps. Ça marche bien, mais voilà, j'ai du mal à tout concilier, à me dire comment je fais pour travailler alors que mon enfant Ouais. fait la sieste l'après-midi. Donc, je capitalise sur sa sieste. Je travaille le soir. Je travaille après quand mon mari revient de déplacement et les week-ends. Et en fait, tout ça Mais c'est intense quand même comme rythme. hyper intense.
Et puis finalement, les moments où je suis avec mon fils et où je peux pas travailler, lui il a 18 mois, donc je vais pas mal dans les parcs. Et puis je me dis, bah tiens. C'est l'âge en plus où ils sont super actifs, ils commencent à marcher, enfin ils touchent à tout, c'est... Et donc là, je me dis, bah tiens, moi j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes, donc bah j'habitais au-dessus d'un salon de thé. Et donc je me dis, bah tiens, je vais lancer des invitations sur un groupe Facebook de mamans et je vais proposer à d'autres femmes, si elles ont leurs enfants, bah de se rencontrer dans ce salon de thé, parce que je me suis dit, bah au moins je pourrais rencontrer de nouvelles personnes et mon fils pourra aussi être avec d'autres enfants de son âge, parce que je voyais bien qu'il se sentait un peu seul entre quatre murs et sa maman, quoi. Oui. Et voilà, et au début, le premier, on a été 8, et puis très vite, on a été plus de 40, et puis il y a eu les beaux jours, Ah ouais. donc j'ai organisé ça tous les 15 jours, pendant plusieurs mois. Finalement, tu privatisais le salon de thé à la fin. Ben, même à la fin, le salon de thé m'a demandé d'organiser ça sans les enfants, parce que ça devenait trop intense et il y avait trop de monde. Et puis après, on se rejoignait au parc bordelais. Oui, donc il y avait un vrai besoin de connexion entre mamans, entre jeunes mamans, enfants. C'est surtout qu'une fois qu'on commençait à se rencontrer, qu'on était avec ou sans enfants, au final, on partageait tellement de sujets, c'était tellement top. Et puis bon, moi, c'est comme si je rencontrais, comme si j'avais de nouvelles copines. Donc Oui, c'était super chouette. Et voilà. Et donc de leur retour d'expérience sur justement leur propre mode de garde, des difficultés qu'elles éprouvaient, et puis moi de me confronter à cette réalité, de me dire en fait je viens d'emménager mais j'ai pas de mode de garde, je viens de me lancer en freelance mais j'ai du mal à gérer mes missions et à en même temps m'occuper de mon enfant, et en plus je vis une frustration de pas m'occuper bien de mon fils mais aussi de pas bien gérer mes missions, donc j'étais un peu dans cette ambivalence que nous fait vivre la maternité. Parce qu'en fait, niveau crèche, tout était blindé. Oui, là où tu habitais, même au niveau des nounous. Et puis, quand bien même j'en rencontrais, franchement, je partais en courant. Oui, il faut quand même laisser, ok pour un mode de garde, mais il faut quand même laisser son enfant à quelqu'un de confiance. Malheureusement, il y a plein de parents qui n'ont pas le choix. Donc, Et puis c'est un budget aussi, c'est un sacré budget. Ouais, mais à la limite... Le budget, on trouve toujours un moyen de l'avoir quand on sait que son enfant est entre de bonnes mains. Alors que, en l'occurrence, moi, je préfère choisir un mode de garde ou un mode d'accueil. J'aime bien parler de mode d'accueil plus que de mode de garde, mais je préfère en choisir un qui me coûte un peu plus cher plutôt que de pas être sereine au quotidien. Et cette idée de créer toi-même ton propre mode d'accueil, il a germé au bout de combien de temps après ton arrivée à Bordeaux? 3 mois. Ah ouais, c'est rapide. Après, moi, j'aime bien passer à l'action. J'avoue que je savais que je voulais entreprendre. J'ai toujours su que je voulais entreprendre, mais je savais pas dans quoi. C'était le déclic. Et là, c'était le déclic. Ouais. Tout était aligné, la situation, la nouvelle vie à Bordeaux, et puis ce besoin à remplir. Et puis, pas seulement pour toi, finalement, aussi pour toutes ces mères que tu as pu rencontrer lors des salons de thé que tu as organisés. En vérité, c'était plus pour elle que pour moi, parce que je savais très bien que le temps que je monte une crèche et un coworking, franchement, mon fils allait rentrer à l'école. D'accord. Donc là, c'est plutôt ma deuxième qui en profite. Mais oui, effectivement, quand la crèche a ouvert, mon fils rentrait à l'école. Ouais. Et alors, tu as cette idée, par quoi tu commences, du coup, pour monter ton projet de crèche? Déjà, à la base, je savais pas trop si c'était une crèche, une MAM, des nounous un peu comme ça qu'on rémunérait, mais qui restaient sur place. J'avais pas trop, j'avais pas défini exactement, précisément mon projet dans son ensemble. Enfin, dans son ensemble, oui, mais dans ses spécificités. Et puis je me suis dit pour affiner mon projet, ce qui est bien, c'est peut-être d'aller échanger avec des personnes qui ont monté un projet similaire. Et j'ai lu quelque part que tu y allais jusqu'à Singapour pour ça. C'est fou, raconte-moi. Du coup, oui. En fait, j'avais identifié plusieurs lieux, notamment aux États-Unis.
c'est vrai qu'il y a des coworking crèches, notamment à Hailey, qui sont incroyables. Franchement, c'est mon rêve d'y aller. Mais les États-Unis, c'est trop cher et trop loin pour le moment pour mon budget de post 3 ans de création d'entreprise. Mais oui, effectivement, je suis allée à Singapour visiter un coworking crèche et même, il faisait pas uniquement que crèche, il faisait maternelle et en vrai, c'est incroyable. Après, j'ai échangé avec une fondatrice qui a créé un coworking crèche à Berlin et une fondatrice, mais celui-ci a fermé, un coworking crèche à Brighton en Angleterre. Et j'ai adoré. Enfin, franchement, Et ce concept, il n'existait pas en France, du coup, avant que tu le lances? En fait, il y a une femme qui est assez connue qui s'appelle Muriel Imourassen qui était dans les prémices. Vraiment, elle a apporté le concept en France et je pense que même elle était vraiment même trop précurseur puisque c'était en 2017, le télétravail n'était pas encore aussi généralisé, démocratisé. La pandémie n'était pas encore passée par là. Non. Et donc, elle avait ouvert un coworking à Bastille, à Paris. Et elle cherchait des locaux pour ouvrir une crèche, mais je crois pas qu'elle les ait trouvés. Et par contre, elle avait des nounous sur place, mais il fallait que les enfants aient une certaine tranche d'âge. Je crois qu'il fallait pas qu'ils marchent. Et il fallait surtout que les parents soient à côté pour des questions de responsabilité. D'accord. Donc, c'était pas encore un coworking crèche, mais voilà, en tout cas, elle a été... C'était les prémices. Ouais, elle a été précurseur, elle a apporté le modèle, elle a vraiment lancé le point. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pourra pas lui enlever qu'elle a apporté l'idée en France et qu'elle a été la première. Et donc j'ai pas pu échanger avec elle. Elle a pas voulu, elle a pas répondu favorablement à ma demande pour des questions personnelles. Donc voilà, j'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit moi je continue mon projet. Oui, et puis finalement t'as tel terrain à l'étranger et finalement aussi de l'étranger, il y a aussi des fois des très bonnes idées. Ça t'a beaucoup inspiré, notamment. Tu es allée jusqu'en Angleterre aussi ou non, parce qu'elle avait fermé. Ah d'accord. Mais par contre, tu es allée à Singapour. Oui. C'était quand ça? L'année dernière pour le coup. Alors j'y suis pas allée avant, mais j'avais identifié j'avais fait une étude de marché vraiment mondiale. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Parce que dès le début, toi, t'avais dans l'idée d'en faire parce que là, le cocon, on s'avance un petit peu, mais tu es en train d'ouvrir d'autres lieux que Bordeaux. En tout cas, c'est les prochaines étapes. Toi, dès le début, t'avais dans l'idée d'en faire une franchise, en tout cas quelque chose pas seulement pour Bordeaux. Pas du tout. D'accord. J'ai ouvert le premier site. 3 mois après, j'accouchais de ma deuxième. Donc à ce moment-là, j'étais pas du tout dans le sujet de qu'est-ce que je fais de ce premier lieu, quelle est mon ambition, est-ce que je franchis. T'avais des salariés pour t'aider du coup? Oui, j'avais 5 salariés. Ah ouais, donc tu es tombée enceinte pendant la création de cette entreprise? Oui. Ouais. Et comment est-ce que tu as géré la grossesse et la création d'entreprise? Et en plus, tu avais déjà un bambin, du coup, un petit garçon. Oui, un premier de 3 ans. De 3 ans, ouais. Comment est-ce que tu as fait pour gérer tout ça? En fait, avec mon mari, on voulait un deuxième enfant, mais on pensait pas que ça allait arriver aussi vite. C'est toujours comme ça. Oui. Et donc, effectivement, au moment où je fais l'offre aux propriétaires, eux venaient d'acheter le bien 1 ou 2 mois auparavant. Et le moment où je leur fais l'offre pour louer une partie de la grande bâtisse pour la transformer en coworking et la maison du gardien pour la transformer en crèche, puisque c'est sur la même propriété, j'apprends que je suis enceinte. Et là, je me dis, mais je sais pas comment ils vont le prendre et autres. Après, je me suis dit, c'est quand même des partenaires et je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison qu'ils aient un jugement de valeur sur ce point-là. Et puis après, je me suis dit, finalement, c'est quand même mon projet, c'est de défendre la conciliation entre l'entrepreneuriat et la maternité à l'origine, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai autant de papa que de maman, j'ai maintenant des salariés en télétravail et des entrepreneurs indépendants. Mais à l'origine, moi, le projet, c'était vraiment pour se dire, on peut entreprendre
et concilier une maternité. On ne doit pas choisir l'un ou l'autre, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes... Vraiment, tu mettais carrément en pratique ce que tu voulais défendre. Exactement. Et donc, je me suis dit, en fait, ce que je vis, je le prône. Donc, tu le vis à 1000%. Et donc, j'ai été la meilleure ambassadrice de mon concept. Et c'est là, en fait, où j'ai créé mon compte Instagram qui s'appelle Motherwork Community. Alors, pourquoi ce nom, Motherwork Community? C'est ce que j'expliquais l'autre jour sur mon compte, c'est que à un moment donné, je me suis dit, je rencontre pas mal de femmes entrepreneurs qui justement souhaitent entreprendre ou entreprennent, rencontrent des difficultés avec leurs enfants. C'est en plein dans ce que moi je suis en train de construire. À l'époque, ça s'appelait pas le cocon. Mais ça s'appelait, en fait, en gros, je l'avais appelé Motherwork Community, mais c'est pour ça que je m'adressais plus aux femmes à l'époque, alors qu'aujourd'hui, non, je l'appelle le cocon parce que c'est mixte. Et donc, je me dis, je crée ce compte. Moi, je veux créer une communauté de femmes entrepreneurs. Bon, voilà, je mets ces mots-là. Je me dis, go. Je passe à l'action et je me pose pas trop de questions et je me dis, si je veux changer le nom plus tard, je le ferai. Oui. Au final, ça prend bien. Et puis je mets en avant justement ma vie de maman et ma vie de future deuxième enfant, enfin future maman de deuxième enfant, et ma vie d'entrepreneur, mais en création d'entreprise. Et c'est là où j'ai beaucoup finalement de femmes qui m'ont écrit, qui ont commencé à me suivre en me disant mais c'est génial ce concept, moi j'aurais adoré avoir ça, c'est génial de pouvoir prôner les deux, c'est génial de nous permettre aussi de se dire qu'on a le droit aux deux. Et donc de là, j'ai des femmes qui commencent à me contacter en me disant mais moi je veux ouvrir la même chose dans ma ville, j'adore ce concept, les valeurs que tu défends et que tu partages, moi je m'y retrouve totalement, etc. Et c'est de là que la graine a été plantée. Tu n'y avais pas pensé forcément avant, et en fait avec les retours que tu as eus, tu t'es dit en fait ça fait sens peut-être plus tard de développer dans d'autres villes. Ça, et puis surtout, je me suis dit finalement quelle est l'ambition, pas la mienne, mais l'ambition que j'ai envie de donner à ce concept innovant qui finalement est d'utilité publique et peut permettre aux parents de pouvoir concilier vie professionnelle et personnelle. Je me suis dit finalement l'ambition, quelle est l'ambition, c'est de lui permettre de se développer partout en France. Et autant de développer ce concept en marque propre et également en franchise en accompagnant justement des personnes, et majoritairement c'est quand même des femmes qui viennent à moi pour justement en création d'entreprise pour qu'elles puissent développer ce concept à mes côtés. Et moi finalement ça rejoignait un peu l'organisme de formation que j'avais créé où j'accompagnais des femmes à la création d'entreprise, et je me suis dit la boucle est bouclée. Ouais. Et puis ça a fait aussi écho à tous les événements, même perso, que tu avais pu organiser toi dans ta vie de mère en arrivant sur Bordeaux. C'est créer du lien, créer de la communauté, de l'entraide entre femmes. Et alors, par quoi est-ce que tu commences quand tu te lances dans ce projet-là, le cocon? Qu'est-ce que tu commences par faire? Parce que là, tu m'as parlé déjà donc d'une offre avec la villa. C'est la Villa Maria, c'est ça? Parce qu'il y avait des travaux à faire, mais avant ça, il y a eu plein de sujets. Il y a eu quelques échecs. Déjà, il y a eu la réflexion de est-ce que j'ouvre une crèche, donc une MAM, est-ce que je prends des nounous? Donc il y a eu ce point-là. Oui, parce que il faut aussi peut-être en parler, c'est très réglementé les crèches. Toi, t'as dû faire beaucoup tu n'y connaissais rien avant de te lancer dedans. Enfin, t'avais jamais travaillé dans une crèche ou... Je n'y connaissais rien. Après, j'avais été bénévole dans une crèche associative pour mon fils. Donc, j'avais quand même côtoyé des professionnels de la petite enfance pendant quelques mois. J'avais interviewé la directrice de crèche en me demandant comment elle avait fait, qu'est-ce qu'elle avait mis en place, etc. Cette crèche était rattachée au réseau l'ACEP, qui est un réseau de crèches associatives, et où j'avais rencontré le président. Et donc, on avait pas mal échangé sur ce sujet-là. Donc voilà, après et puis après j'ai appris sur le tas, j'ai lu le guide interministériel, le règlement bâtimentaire, j'ai lu tous les projets pédagogiques de la terre entière que je trouvais sur internet. Donc au lieu de lire les livres de préparation de grossesse, toi c'était ça tes bouquins de table de chevet.
Donc voilà, et puis après je suis allée à la rencontre de l'élu à la petite enfance. Et puis c'est de fil en aiguille que j'ai construit le projet et c'est en ça où je dis je partage aussi souvent avec les personnes que j'accompagne, faut parler de son projet, faut pas sauf si vous avez une idée qui doit être brevetée. Mais au-delà de ça, même si ça existe déjà, même si vous avez peur d'être confronté au regard des autres, c'est important d'en parler à la terre entière et à tout le monde parce que il y a toujours une personne qui va penser à vous, même quand vous n'êtes pas là, si il y a un sujet qui est en rapport avec votre projet. Il y a toujours une personne qui va vous mettre en relation, il y a toujours une personne qui va vous donner un conseil positif ou même forcément, même qui peut être que vous pouvez aussi prendre de manière négative, mais en tout cas, ça vous donnera toujours un apprentissage. Donc c'est là où c'est important. Et donc moi j'ai travaillé sur déjà la définition de qu'est-ce que j'ai envie, comment je vois justement ma mission sur la partie petite enfance. Okay. Et puis après la recherche d'un local. Alors ça t'a pris du temps? En soi, au final, ça a pris 1 an, donc ça n'a pas pris tant que ça de temps. C'était pour être locataire de toute façon, non? Oui, déjà. Oui. Mais en fait, avant d'être intégrée à la Villa Maria, j'étais en lien avec un homme qui a ouvert plusieurs espaces de coworking ici en région Nouvelle-Aquitaine. Finalement, ça l'a pas fait parce que, on va dire, il voulait le beurre et l'argent du beurre. Et là, pour le coup, pour moi, ça a été un peu dur parce qu'au final, j'avais trouvé un lieu, je pouvais concrétiser mon projet entrepreneurial. Et finalement, j'ai préféré y renoncer parce que je me suis dit... ça allait pas coller à tes valeurs. Ouais, et je le sens pas. Et je me suis dit, est-ce que il vaut mieux accepter des conditions dans lesquelles tu peux regretter plus tard, ou est-ce que c'est mieux finalement d'y renoncer et de te dire que une autre voie s'ouvrira à toi. Alors c'est difficile sur le moment parce que même si on prend une décision avec laquelle on est aligné, au final le moment où tu prends la décision et où tu n'as pas encore cette nouvelle voie, cette alternative, le moment il est dur à passer quand même. Ouais, t'as l'impression de déconstruire ce que tu as pu construire au cours des derniers mois. Et même, tu as l'impression d'être dans le flou, que jamais une solution va arriver. Donc, il faut rester confiant et attendre justement cette ouverture. Et ça, finalement, je me dis que j'ai bien fait de faire ça. Et du coup, à chaque fois, puisque maintenant... C'est venu rapidement, cette ouverture, cette nouvelle opportunité après cet échec? 1 ou 2 mois après, mais c'est long, hein, 1 ou 2 mois. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est un point en fait aujourd'hui quand je prends des décisions et que je me retrouve dans cette situation où je dois renoncer à quelque chose qui est important pour moi et qui peut faire vraiment la différence, je me dis toujours rappelle-toi de ce que tu as vécu de cette situation parce qu'elle m'a marquée quand même et tu verras il y aura forcément une issue. On peut toujours rebondir. Et d'ailleurs on a parlé effectivement donc là, le local, c'était un point très important pour ton projet. Mais comment est-ce que tu as fait pour financer tout ça, pour financer ton projet? Parce que ça, c'est finalement aussi quelque chose... tu as dû réfléchir à ça dès les prémices de ton projet. Est-ce que tu as fait une levée de fonds autour de ton cercle proche? Est-ce que tu as fait du crowdfunding? Comment est-ce que tu as financé ton projet? Si je peux mettre à profit certains qui nous écouteront et qui souhaitent se lancer, donc je vais peut-être faire un petit parallèle. Je dirais que déjà, la recherche de financement, elle dépend vraiment de son projet. Donc, par exemple, si, je sais pas, on fait du conseil en strat ou en social media management et qu'on est freelance, finalement, la recherche de financement, elle est différente que si on ouvre un restaurant, en gros, si on a un lieu physique. Parce que déjà, les charges fixes mensuelles, elles sont plus élevées de fait puisque on a un loyer à payer et puis souvent on doit prendre aussi 1 ou plusieurs salariés. Donc déjà ça c'est important de se dire quand je me lance dans l'entrepreneuriat quelles sont finalement mes charges fixes. Ça tu l'avais déjà intégré dans ton business plan? Oui, et je savais que pour financer les travaux et un peu de trésor
pour justement me lancer en toute sérénité parce que je savais très bien que j'allais pas être en capacité à 100% dès le premier mois. Et donc, c'était important pour moi. Et tu étais qu'est-ce que tu touchais pendant la création de ton entreprise? Tu étais au chômage ou t'avais négocié ton départ? J'étais demandeur d'emploi, donc ça vraiment c'est la richesse de notre pays en France, c'est que il y a beaucoup de personnes finalement qui financent la création de leur entreprise grâce au Pôle Emploi et ça c'est vraiment exceptionnel et je crois que c'est qu'en France que ça existe et faut le souligner. Après il y a des personnes qui n'ont pas forcément le chômage mais qui créent un petit pécule quand ils sont salariés pour justement se lancer. Donc voilà, et donc du coup moi j'avais chiffré, parce que c'est aussi quand même mon appétence, donc j'avais chiffré mes besoins, mon plan de financement pour justement monter le projet. Oui, finalement, après toutes ces années à aider les autres à faire leurs finances, c'était ton tour de faire les tiennes. Exactement. Et donc après, ce que j'ai fait, comme forcément moi vu que c'était l'histoire d'un lieu, donc du foncier, il fallait que j'ai quand même un matelas financier important pour financer ça. T'as dû lever combien de fonds parce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire? Oui, mais après pour le coup, j'avais vendu mon appartement et j'avais mis une partie dans mon entreprise. Donc j'avais investi 25 000 euros dans mon entreprise et j'ai pu emprunter 100 000 euros auprès de la banque. Et après, j'ai eu un prêt d'honneur via Réseau Entreprendre. Et là, Réseau Entreprendre aussi, ça a été un challenge parce qu'il y a énormément de documents administratifs à réaliser. C'est vrai qu'il me disait ça va prendre 6 mois et moi je me suis dit moi en fait dans 3 mois il me faut l'argent. Donc là j'ai mis les bouchées doubles pour pouvoir passer le plus tôt possible en comité et chose que j'ai bien faite parce que j'ai appris que j'étais enceinte une semaine avant mon passage en comité et là aussi je me suis dit mais est-ce qu'ils vont m'accepter? Est-ce qu'ils vont accepter de me prendre et que je sois lauréate alors que je suis enceinte? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et je peux le comprendre aussi, qui se disent mais mince, si elle est enceinte, imagine si elle est malade, ou imagine si elle est clouée au lit, comment elle va faire, comment son projet va avancer. Et sachant que je suis solo founder, donc je suis seule à la tête de mon entreprise, forcément c'est un sujet. Mais ce que j'entends parfaitement. Oui, bien sûr. Ton mari, il t'aidait pas, c'est-à-dire que il t'aidait, on va dire peut-être personnellement avec des conseils, mais il s'est pas impliqué pas du tout dans ton entreprise. C'était ton bébé, finalement ton troisième bébé. C'était mon enjeu. Voilà, c'était mon sujet. Et voilà. Et finalement, je sais pas comment, mais ils ont su que j'étais enceinte. Enfin, ils me l'ont dit pendant le comité. Ah ouais. Donc moi j'étais là. J'étais un peu mal à l'aise et puis c'est vrai que mon chargé d'études donc qui m'avait accompagnée pour préparer le comité a dit en fait je vois pas pourquoi le sujet vient ici, on est là pour justement analyser, étudier le dossier de Marine, donc ce qu'elle nous présente au niveau de l'entreprise. On n'est pas là pour savoir si oui ou non elle est enceinte et comment ça va se passer. Et donc heureusement il avait mené ce point-là. Une bonne personne. Et donc, j'ai été prise à l'unanimité. Voilà. Ah ouais. Ça, c'était en 2021, c'est ça? En 2020. 2020. Ah ouais, et on était où du coup en 2021, c'était 2021. 2021. Et donc là, au final, c'est là où je me suis dit, effectivement, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est incapable. Ou qu'on est et donc ça a été après aussi mes sujets, mes combats. Donc voilà, et effectivement on travaille forcément différemment puisque on a une fatigue et puis forcément ça nous affecte. Et toi en l'occurrence t'avais aussi un autre enfant à charge, donc c'était sport. Mais pour le coup et les personnes qui sont dans Réseau Entreprendre me le disent encore aujourd'hui, ils me disent Marine c'est une warrior. Parce que c'est vrai que pour le coup, j'ai une grossesse incroyable où j'ai travaillé jusqu'au jour même de mon accouchement. C'est vrai. Problème sans difficulté. Ah ouais. J'ai une grossesse fantastique. Ma fille a été un bonheur. D'ailleurs, je l'appelle
Je l'appelle mon petit bonheur parce que vraiment, Trop j'ai eu mignon. une grossesse incroyable. Ça t'a poussé finalement, enfin ça t'a un peu donné de la motivation, de la force Ah, pour pour... moi, ça a été positif. Et après les 2 derniers mois de grossesse, j'ai quand même aménagé mon planning, c'est-à-dire que je me forçais à faire des siestes tous les jours, même de 15 minutes, je m'allongeais, je prenais le temps. Si je sentais que Ouais. j'étais fatiguée, je me reposais, mais c'est ce qui m'a Oui, bien permis en sûr. fait de tenir sur la durée. Par contre, après, j'ai eu un méga contre-coup post 3 mois Ah, d'accouchement. Là, j'ai eu un ouais. méga contre-coup, donc il me semble que j'avais pris 1 ou 2 semaines de vacances, mais ça tombait bien parce que c'était avec Bien Noël et en mérité. général, c'est une période morte. Et surtout, on fermait la crèche. Oui, parce que finalement, tu accouches et tu lances la crèche. Enfin, c'est-à-dire que la crèche, elle ouvre presque au moment où tu accueilles au monde ta petite fille ou elle avait déjà ouvert avant? Non, elle avait déjà ouvert, on avait ouvert, D'accord. on avait ouvert fin août et j'ai accouché fin octobre. De 2021 ou Oui, 2022? 2021. 2021. D'accord. Et alors, comment est-ce que tu as pu avoir les premiers inscrits? C'était grâce à ton réseau, à tous les événements que tu avais pu organiser, aux communautés que tu avais pu créer sur Instagram et en réel sur Bordeaux? Oui, alors oui, oui, oui. Clairement, c'était lié à toute la communauté que j'avais construite sur mon compte Instagram, aussi sur LinkedIn. À l'époque, je publiais aussi sur LinkedIn. Je me rappelle encore Mhm. un de mes posts, mon post qui a le plus cartonné sur LinkedIn, même encore aujourd'hui. À l'époque, on écrivait cher réseau, je vous présente ta ta Je ta. l'ai vu passer celui-là. Alors que maintenant, aujourd'hui, mais pas du tout, on n'écrit pas comme ça. Mais donc, voilà, et le post, je crois que j'avais fait plus de 3020 likes. Enfin, c'était Ah impressionnant. Je ouais. crois il avait été vu par plus de 300 000 personnes. Ouais. Et ça avait été fou. Et donc, oui, à l'époque, je publiais un tout petit peu. Et ça t'a donné envie de publier encore plus. Ben, alors non, parce enfin non, je dirais pas oui et non, mais après j'ai eu quand même pas mal de sujets. Mais non, j'ai commencé à vraiment publier sur LinkedIn en 2022. Donc voilà, mais en 2021, je publiais pas beaucoup. Et alors, Et puis après, mon réseau en local, en fait, comme j'organisais oui. pas mal de goûters et autres. Mais bon, même si c'est vrai, mes premières clientes, c'est par le réseau. Il n'empêche que j'ai pas réussi à remplir à 100% la crèche et le coworking à l'ouverture puisque C'était une inscription pour l'année ou c'était comment est-ce que ça fonctionnait d'ailleurs pour s'inscrire parce que le coworking c'est aussi t'as des forfaits plus flexibles au mois à la journée. alors le coworking ça allait puisque j'avais quand même j'ai quand même un joli réseau de femmes entrepreneurs sur Bordeaux. Non, c'était plutôt la crèche où c'était plus compliqué parce que en fait 2 mois avant l'ouverture, j'apprends que je peux accueillir des enfants qu'à partir de 15 mois. Et là pour moi ça a été hard parce que j'avais Ah oui. Ça c'était à cause de quoi? alors c'était à cause de la structure. En fait, comme les salles de sommeil sont à l'étage et qu'on est du coup en ERP quatrième catégorie, et donc faut que les enfants soient marcheurs en cas d'évacuation. 2 mois avant l'ouverture. Oups. Et t'avais déjà des préinscrits qui avaient moins de 15 mois J'avais une ou... soixantaine de dossiers, mais c'était que des enfants à partir de 3 mois. Ah ouais. Donc là, ça a été vraiment, pour moi, ça a été dur. Ça a été un gros coup dur. Ouais. Donc après, je comptais sur les inscriptions via monenfant.fr et la mairie de Bordeaux. Sauf que Parce que ces dossiers-là, qu'est-ce que t'as dû faire, ceux qui étaient en dessous de 15 mois, leur dire que c'était pas possible exactement. Et, euh, et, hum, et puis donc après, je comptais sur mon référencement sur monenfant.fr et le site de la CAF. Sauf que je sais pas comment, enfin, j'ai plus le souvenir, mais il me semble que il y a une action que je devais faire ou que la CAF devait faire et que ça n'a pas été fait. Et donc là, je loupe mon référencement et là, ils me disent, bah en fait, nous, on est l'administration, ça sera fait dans Ouais, 2 mois.
Là, je me suis dit, dans 2 mois. Ouais, c'est pas les plus flexibles. Et voilà, et donc en fait c'est là où j'ai dû me débrouiller coûte que coûte, publier à fond, faire du Google Ads, compter sur ma communauté, communiquer à fond, mettre des flyers partout, aller au Carrefour, mettre des annonces, enfin voilà. Et c'est là où en fait tu te bouges. Ouais, tout ça avec du coup un nouveau-né, enfin parce que ta petite elle était encore toute petite et finalement tu l'as mise aussi à la crèche aussi quand Alors tu l'as j'accueillais à ouverte. partir de 15 mois, donc en fait au début Oui, elle était c'est avec vrai. moi. Ah non, elle était avec moi en écharpe tout le temps. En plus je D'accord, l'ai allaitée jusqu'à 5 mois. Donc d'accord. non, pour moi c'était un coworking kids friendly dans le sens où Ouais. t'avais ton bébé, il avait pas 15 mois, il pouvait pas être accueilli à la crèche, tu venais avec au coworking. Ouais, bah c'est bien, t'offrir une solution finalement. Et, hum, et voilà, et puis après, j'ai listé tous les moyens que je pouvais mettre en place pour aller chercher des familles, et puis je me suis bougée, hein. Et alors la première année, combien d'inscrits vous avez eu pour la crèche, pour le cocon Alors je me rappelle pas du nombre de familles. Ce que je sais, c'est que j'ai été rentable? pas rentable, non, mais j'ai eu 10 enfants, puisque du coup j'accueille entre 10 et 12 enfants. D'accord. J'ai eu 10 enfants en janvier 2022. Donc Ok. de fin août à Ouais. janvier, j'étais pas complète. Et donc heureusement Ok. que j'avais de la trésor. Et ensuite le coworking, ça allait plutôt bien. Ça allait plutôt bien, oui. Et quel est le moment, enfin, est-ce qu'il y a un moment où ça a vraiment décollé, le cocon et la crèche? Je dirais que ça commence vraiment à bien fonctionner depuis l'année dernière. Mais Ouais, les 18 premiers mois, c'était compliqué, hein. Déjà, c'est un concept qui est nouveau, qui est pas forcément qui est pas démocratisé. Un concept où c'est vrai déjà on accueille à partir de 15 mois. Sur les prochains sites, à ouais, partir de 3 mois, déjà, je pense que ça sera beaucoup plus facile de trouver des familles. Ensuite, il oui. faut trouver aussi des parents qui coworkent. Même si on accueille quelques familles pour justement pérenniser notre modèle qui n'ont pas forcément le coworking. Et puis après, on a des personnes qui ont le coworking mais qui n'ont pas forcément Parce d'enfants. que oui, c'est ça, c'est des forfaits, finalement, tu prends un forfait cowork plus crèche, ou le forfait juste crèche, ou le forfait juste coworking, c'est ça? Alors, il n'y a pas le forfait juste crèche, mais ça nous arrive D'accord. effectivement d'accueillir les 2-3 familles qui ont pas le coworking, parce que ça va être par exemple un couple qui travaille, qui est médecin à l'hôpital à côté, donc forcément ils n'ont pas besoin de coworking. Ça va être des Ouais, militaires, enfin ça va être des gens qui vivent le quartier mais qui n'ont pas besoin de coworking. Et comme nous on a de la place et qu'on n'a pas de famille qui nous demande la crèche et le ouais. coworking, du coup pour pérenniser notre modèle et compléter les offres manquantes, on accepte ces familles. Hmm. Puis après c'est quand même des familles dont les parents ont des métiers dans le care qui sont quand même indispensables au bon fonctionnement Oui, de... ça rejoint les valeurs que tu voulais promouvoir dès le début. Exactement. Hmm. Et j'ai lu, j'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé effectivement sur LinkedIn, Instagram, ce que tu postais et j'ai trouvé quelque chose que tu as écrit que j'ai trouvé très pertinent. C'était que finalement, voilà, tu as toujours voulu devenir artiste. Alors j'ai choisi l'entrepreneuriat et j'aime profondément mettre les femmes en lumière. Tu m'expliques un petit peu ce que tu as voulu dire par là Alors je crois que je sais plus j'ai plus le contexte et j'ai pas en plus j'arrive même pas à voir le poste en lui-même, mais artiste dans le sens où j'ai toujours voulu l'être parce que justement j'ai pas de don artistique. Donc j'aurais adoré savoir peindre, j'aurais adoré chanter, j'aurais adoré vraiment être une artiste, avoir un don en fait qui m'est propre et qui représente vraiment mes valeurs et ma personnalité. Or, j'en ai pas. Je suis une piètre chanteuse. Je ne sais pas dessiner, mais limite, je sais dessiner un arbre et encore un bâtonnet.
Attends, tu sais manier les chiffres comme personne, c'est peut-être un don, un Ouais, mais talent en caché. vrai, non, non. Euh, et donc oui, j'ai choisi l'entrepreneuriat pour justement. En vrai, je suis bien dans l'entrepreneuriat. Parfois, c'est vrai que ça m'arrive avec mon mari, on se dit tiens, tu te verrais toi demain retourner dans le salariat? En vrai, je lui dis bon, pas forcément, mais ça dépend si l'entreprise me laisse faire ou je Ouais. suis libre de mener les actions comme je l'entends, pourquoi pas, ça peut être de l'intrapreneuriat, mais Tu retournerais pas en arrière, là, pour le moment, même avec effectivement ton statut de mère, et puis vous êtes tous les deux entrepreneurs, donc ça doit être parfois une sacrée organisation. une sacrée organisation, mais à la fois, moi je trouve ça génial et c'est vrai que, enfin moi l'entrepreneuriat c'est une passion. Je trouve ça Ouais. tellement génial. Après, bien sûr que le salariat, j'ai aussi trouvé ça génial. Oui. Je trouve que c'est quand même un filet de sécurité. Et moi, ça me rappelle justement, il y a pas si longtemps, j'ai fait un webinar pour Nalo Patrimoine avec Insaf El Hassini, qui est la fondatrice de Ma Juste Valeur. Et c'est ce qu'on disait, faut pas cracher sur le salariat. En vrai, tout le monde ne peut pas Mm. entreprendre. Et le salariat a aussi ses très bons côtés. Et il y a des personnes, des salariés, et même moi j'en côtoie ou même j'échange parfois avec Mm. certains sur mon compte Instagram. La réalité, c'est qu'il y a des entreprises qui considèrent et qui valorisent leurs salariés hyper bien. Et moi, j'aurais Mm. limite eu envie que dans mes expériences précédentes, je sois considérée comme un talent et que vraiment l'entreprise mise sur moi. Alors ça l'a Mm. été chez Promode, c'est d'ailleurs une des entreprises référentes en termes de culture d'entreprise et Ah ouais. c'est un peu elle qui me drive sur justement comment aujourd'hui j'entretiens Manager mes tes équipes relations et... avec Mm. mes équipes exactement. J'ai adoré cette expérience humainement, c'était vraiment génial. Donc voilà, après l'entrepreneuriat, c'est aussi alors, il y a une de mes clientes qui s'appelle Laure Daudier qui aimerait pas que je dise ça, mais c'est quand même dur. Après, ça dépend vraiment de l'activité aussi qu'on fait, mais il n'empêche que l'entrepreneuriat, c'est quand même toujours en fait, comme on est en direct et on doit autant finalement mener des actions pour prospecter, mener des actions pour, enfin c'est nous qui faisons l'administratif. Bon, à moins qu'on délègue à partir d'un certain moment, bien sûr, mais il n'empêche que quand il y a des décisions à prendre, qu'elles soient faciles ou qu'elles soient difficiles, c'est sur nous que ça repose. Et je pense que c'est en ça où Mm. parfois c'est difficile parce que même si on a envie d'être aligné avec nos valeurs, il n'empêche qu'on a deux casquettes, celle du chef d'entreprise Ouais. qui doit pérenniser son entreprise et donc qui doit prendre toutes les dimensions importantes pour justement permettre la survie et pérenniser son activité. Et puis après, on a la casquette d'entrepreneur, celui qui a des convictions, qui a des valeurs, celui qui a une mission en fait. Et Ouais. parfois, en fait, porter la casquette de ces deux postures, c'est difficile. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, toi, dans ton cas, tu as une troisième casquette qui est celle d'être maman. Comment est-ce qu'on concilie la vie de maman et de CEO, de créatrice de sa propre entreprise? On fait comme on peut. On essaie, je pense qu'il faut pas s'auto-flageller. Parfois, moi, je suis à fond dans mon boulot et parfois je suis à fond dans mon rôle de mère. Par exemple, la semaine dernière, ma fille était vraiment malade, elle avait plus de 39 de fièvre. J'avais des rendez-vous hyper importants, mais ils n'étaient pas urgents. Donc, je les ai Ouais. tous décalés. J'ai pas forcément besoin de donner la réponse, de me justifier de pourquoi je décale le Ouais. rendez-vous. Ça, c'est ça qui est bien, je dirais, dans l'entrepreneuriat, c'est que si tu décales un Ouais. rendez-vous, en fait, c'est pas grave parce que c'est toi le boss, donc à la limite, il y a personne au-dessus qui va te dire, hey, pourquoi t'as décalé ce rendez-vous? Ouais. Voilà, c'est conjuguer les différentes facettes de sa vie. Et c'est ok. Parfois, on va être plus dans son rôle de mère, parfois plus dans son rôle de CEO, parfois on aura des choix à faire, mais voilà, l'important, c'est de se dire que qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, comment j'ai envie de vivre et faire ses choix.
Je pense que l'important, c'est de s'écouter et de faire des choix alignés avec qui on est et qui on a envie d'être ou de devenir. Il faut pas se forcer. Ouais. J'allais te poser la question, qu'est-ce que tu dirais à des parents qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais je pense que tu viens d'y répondre très magnifiquement. C'est tellement vrai ce que tu dis. Et alors, et pour toi, les prochaines étapes là du cocon, quelles sont les prochaines étapes? On a parlé d'ouvrir d'autres lieux, aussi de franchise. Là déjà, je suis en phase finale de levée de fonds. J'avais pas forcément envie d'ouvrir le capital de mon entreprise. Après, ça reste un projet immobilier qui demande du foncier, peu importe qu'on soit à l'achat ou à la location. Donc ça demande quand même des ressources importantes. Là, par exemple, j'ai un lieu que j'ai identifié. Le bailleur me demande... Alors, dans une autre ville, mais le bailleur, par exemple, me demande un dépôt de garantie de 3 mois, de payer le loyer à terme à échoir de manière trimestrielle, donc ça veut dire lui payer 3 mois le premier du premier mois, et puis une garantie pour impayé de 6 à 12 mois. Donc en fait, en gros, c'est comme si des frais immenses. C'est comme si je devais mobiliser quasiment 18 à 24 mois de trésorerie. C'est les fameux 74 000 €, non? J'ai vu passer ça sur LinkedIn. Et là, en fait, on marche sur la tête. Donc, effectivement, moi, j'ai pas cet argent. Et puis, en plus, quand bien même, c'est de l'argent qui est finalement mobilisé et qui est pas du tout fructifié. Oui, parce que ça, c'est les garanties pour le lieu, quoi. Ça te fait pas les travaux, ça te fait pas les salariés. Ouais. Exactement. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir mon capital pour justement avoir... Parce que pour l'instant, tu étais la seule... Oui. Okay. Pour avoir les reins plus solides. Et puis après aussi, j'admets que ça va faire 3 ans que j'ai créé mon entreprise. Et j'ai envie d'être entourée d'entrepreneurs, investisseurs qui ont passé des étapes que moi j'aimerais passer. Et donc je me dis quoi de mieux que d'être entourée par des personnes comme ça et qui vont pouvoir m'aider à structurer, à développer et à accélérer. Et puis après, l'idée, c'est d'ouvrir d'autres lieux, de définir l'offre de franchise, même si j'ai déjà travaillé dessus depuis un moment, mais c'est vrai que c'est un projet un peu que j'ai mis entre parenthèses parce que j'ai eu d'autres sujets et puis notamment la levée. Donc effectivement, tout ne se fait pas en un jour et c'est là où parfois, quand on entreprend, on peut vivre certains points comme une frustration parce qu'on aimerait que ça aille plus vite. Mais bon, après... Et finalement, être parent, ça nous apprend aussi la patience. Donc c'est une bonne chose aussi quand on entreprend finalement. Exactement. Et puis bon, après, j'ai envie de dire, les choses prendront un peu plus de temps, mais voilà, l'essentiel, c'est d'y arriver. Très bien. Écoute, c'est une super conclusion pour notre discussion. Je te remercie, Marine, pour notre échange, pour ton témoignage, de mère entrepreneuse qui est super inspirant. Merci. Et puis, s'il y en a qui veulent me contacter, qu'elles n'hésitent pas à me contacter via LinkedIn. Ouais, Marine Allary sur LinkedIn et Motherwork Community sur Instagram. On a aussi le compte Le Cocon sur Instagram. Oui, évidemment. Et le nom de la crèche, on ne l'a pas dit, c'est les petits preneurs, oui, exactement. Alors après, c'est Le Cocon qui porte l'ensemble, mais effectivement, la crèche s'appelle les petits preneurs pour faire référence aux grands entrepreneurs. Ah, j'adore. J'adore. Écoute, longue vie à Le Cocon et aux petits preneurs et merci encore Marine et pour ton partage dans Biz & Bibs et plein de bonnes choses pour la suite. Merci Estelle. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Biz & Bibs. Merci infiniment pour votre soutien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast
ou à vous abonner à l'émission dans votre appli de podcast préféré pour être tenu informé des prochains épisodes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram estelle.ducommun ou abonnez-vous à la page LinkedIn Biz & Bibs le podcast pour découvrir les coulisses des épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un parent inspirant.